Je suis sociologue des âges, en fait. Je travaille plus particulièrement sur la manière dont les connaissances médicales, mais aussi les dispositifs publics appréhendent les âges et les transitions existentielles dont la mort. Et s'agissant de la mort, on est attentif au traitement, au pluriel, symbolique et matériel du mourir et de la mort, selon les âges, à travers par exemple des recherches sur le suicide des personnes âgées, avec un projet éditorial sur la fin de vie des personnes âgées, précisément coordonné par mon collègue Frédéric Ballard, et attentif aussi aux différences de traitement. Quand je dis traitement, c'est les manières dont on manipule les morts, les corps morts, mais aussi toutes les normes et les valeurs associées à la manipulation de ces corps morts. Donc comment on traite la mort selon les espaces-temps dans lesquels elle survient. Et donc ici, on a une interrogation sur les normes qui encadrent, qui entourent le mourir, en ce temps médico-administratif tout à fait particulier qui est celui de la fin de vie. Donc je vais dire quelques mots de la genèse du projet de l'article. J'évoquerai ensuite la méthodologie employée, mais je serai très, très bref dessus. Les principaux résultats, et si j'en ai le temps, mais c'est vraiment pas sûr, les limites, parce qu'il y en a beaucoup au travail conduit, et les perspectives également. Donc, comme souvent en sociologie, la naissance de l'idée d'article part d'un constat paradoxal, d'un paradoxe. Quel est-il? D'un côté, en effet, un certain nombre de discours publics à travers les médias, mais aussi les rapports institutionnels, valorisent le mourir chez soi, l'idée du mourir chez soi comme une norme universellement désirable. Donc là, j'ai mis un extrait d'un rapport au NFV de 2013. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les données sont produites ici et dans quelle mesure on peut ou pas les extrapoler, mais je n'en ai pas le temps. On retiendra que de l'autre côté, face à ce constat-là, un autre chiffre, une tendance massive à la réhospitalisation la dernière semaine de vie. Donc il faut retenir les deux lignes du début du tableau qui montrent en fait que plus on approche de l'échéance finale, plus on entre dans la dernière semaine de vie et les 3 derniers jours de vie, et plus les patients ont des chances d'être transférés à l'hôpital pour y décéder. Donc comment expliquer ce paradoxe? Est-ce qu'il s'agit là d'un échec des politiques palliatives qui ne parviendraient pas à soutenir suffisamment le malade et ses parents dans le processus du mourir au domicile? Ou bien est-ce qu'il y a aussi d'autres processus en jeu? Et comment la sociologie et l'anthropologie abordent la question? Alors ici, il y a 2 types de littérature qui s'en saisissent. Je vais être très brève, mais il faut quand même que vous compreniez un petit peu d'où je parle. D'un côté, on a des travaux en anthropologie de la mort, notamment avec des travaux issus de l'anthropologie symbolique, aussi de l'ethnologie rurale, qui ont insisté depuis très longtemps sur l'idée d'une mort impossible à domestiquer, si vous me permettez le jeu de mots, dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire impossible à raisonner d'un point de vue symbolique, mais aussi impossible à inscrire dans l'ordre domestique. Donc vous avez par exemple les travaux ancien maintenant d'Yvonne Verdier, qui a décrit le rôle tenu par ce qu'elle appelait la femme qui aide, qui est une figure féminine villageoise particulière dans les familles des sociétés rurales françaises jusque dans les années 70, qui était précisément la femme que les parents appelaient au chevet du mourant dès l'annonce du trépas. Et les historiens ont montré que, contrairement à l'idée reçue, les pratiques consistant à mourir sous l'œil du parent étaient rares, puisque c'était plutôt les gens de maison et non la descendance, non l'entourage au sens de parents, qui assistaient à ce moment-là. Donc tous ces travaux, si vous voulez, pointent également la difficulté qu'il y a à faire coexister dans un même espace-temps des vivants et des mourants, mais sans toujours entrer dans le détail des contextes techniques, institutionnels, organisationnels qui entourent ces fins de vie. Ce que font davantage les travaux sociologiques, qui, eux, ont beaucoup insisté sur la façon dont les soignants, et plutôt à l'hôpital, moins au domicile, il est vrai, vont travailler comme ça à négocier, à articuler les places que les médecins, les proches et les patients se donnent aux uns et aux autres au fil de l'accompagnement du mourir et au gré aussi des scènes d'interaction. Donc ces travaux-là, ils montrent l'intérêt d'enquêter sur des pratiques et pas seulement sur des représentations, et aussi la nécessité de prendre en compte les contextes. La fin de vie en USP, ce n'est pas la fin de vie en HAD au domicile. Mais contrairement à l'anthropologie, il nous semblait que ces travaux-là n'insistaient pas toujours sur ce que ces négociations autour de la personne en fin de vie pouvaient faire à la personne du point de vue de la manière dont on la définissait, de son statut symbolique, et aussi des conceptions de la mort que les soignants pouvaient porter. Donc on a voulu articuler ces 2 perspectives, ou tenter de le faire.
En nous appuyant sur des cadres théoriques dont je vais ici faire l'économie, mais si vous voulez, l'idée de laquelle nous sommes partis, c'est qu'à travers les soins palliatifs au domicile, donc dans des situations d'HAD au domicile, nous allions pouvoir travailler sur ce qu'on appelle des pratiques d'humanisation, c'est-à-dire qu'on considère que l'humain, la définition de l'humain n'est pas seulement une idée ou une question philosophique, un donné, c'est aussi quelque chose que l'on transforme par les manières dont on va intervenir autour de ces personnes. Donc on a essayé de se situer au ras des pratiques professionnelles pour voir comment le patient qui était invité à finir sa vie, à mourir chez lui, pouvait être manipulé, dans quel lieu on le mettait, comment on lui parlait, la manière dont on le touchait, et ce que toutes ces pratiques professionnelles pouvaient faire à la manière dont on le définissait d'une certaine façon. Pour répondre à ces questions, on a choisi d'enquêter, de faire la monographie d'un petit service d'HAD du nord de la région Grand Est, de 32 lits, dont une partie concerne les soins palliatifs. On a suivi pendant plus d'un an ce service en assistant aux réunions de synthèse hebdomadaires. Donc il y a une centaine d'heures d'observation dans des situations diverses. Par contre, on a eu énormément de difficultés à pouvoir réaliser les observations au domicile, en absence en particulier du personnel soignant. Impossibilité aussi de réaliser des entretiens avec les patients en fin de vie pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir après. Ce qui nous a obligés à adapter un petit peu la méthodologie, puisqu'au final, nous avons fait 30 entretiens avec des professionnels en donnant une large place aux récits de pratique, c'est-à-dire qu'on les questionnait sur la manière dont au quotidien ils travaillaient avec ces personnes et tous les grands dilemmes au ras des pratiques que l'on peut rencontrer. Où faut-il mettre le lit médicalisé? Quel sujet de conversation aborder ou pas à côté de la personne en fin de vie? À quel moment, d'ailleurs, parce que ça changeait selon le moment de la trajectoire. Il faut savoir aussi que nous avons observé des gens qui étaient globalement hospitalisés en HAD. La moyenne, c'était une quinzaine de jours, 15 jours à 3 semaines. Alors, j'en viens maintenant aux résultats de ces entretiens. Donc, il y a plusieurs choses qui en ressortent, mais je voulais mettre l'accent ici sur ceci, c'est-à-dire que tout ce travail-là nous a permis de mettre en exergue 2 types de pratiques que je vais essayer de décrire. Je les ai schématisées sous forme de tableau, mais je vous dirai après qu'il faut se garder de les voir de manière très rigide. Il s'agit plutôt de scripts, de répertoires, de manières de faire qui peuvent se succéder ou se superposer aussi dans le temps. Dans le premier type de posture, qu'on a appelé posture palliative, donc je vais aborder un certain nombre de caractéristiques. D'abord, quand survient-elle? Elle s'observe dès l'entrée en HAD, cette posture palliative, qui correspond à un moment assez particulier dans la trajectoire de santé du patient, parce que c'est un moment où le pronostic d'incurabilité, qui n'est pas toujours d'ailleurs très clairement exprimé au patient et à la famille, va s'articuler avec un changement de son statut médico-institutionnel, c'est-à-dire que c'est un patient pour lequel les professionnels vont estimer à un moment donné que les soins palliatifs doivent passer devant, bien que souvent un certain nombre de soins curatifs perdurent d'ailleurs. À leurs yeux, le professionnel glisse en soins palliatifs, comme selon l'expression qu'ils ont utilisée. Deuxième critère, en sus de l'idée de faire accepter la mort, de travailler à une mort sans colère, accepter, pacifier, ce sont des choses bien montrées par mes collègues sociologues, Castra et autres. Il convenait aussi pour ces soignants de rendre la mort ordinaire. C'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés parce que dans les travaux sociologiques antérieurs, l'idée que des professionnels travaillaient à la routine, à faire en sorte que le patient soit accompagné sans faire osciller les routines domestiques, avait été interprétée initialement comme étant une manière de ne pas parler de la mort, de l'esquiver, de ne pas parler de l'exceptionnalité du moment. Et il nous a semblé, nous, que, en fait, quand les professionnels travaillaient à rendre la mort ordinaire, ils faisaient aussi un petit peu autre chose. Comment la rendait-il ordinaire? Il s'attachait à la couler dans les gestes et les temporalités du quotidien. Il cherchait d'une certaine manière à faire mourir au rythme du carillon domestique, c'est-à-dire à maintenir aussi le patient à la fois dans un temps domestique et, ce faisant, à le garder du côté des vivants comme les autres, si je puis dire. Je vais prendre 2 exemples ici. Les cas de bien mourir et de belle mort qui étaient spontanément évoqués par les médecins, mais aussi parfois par les familles, étaient bien souvent des morts qui étaient coulées dans les activités quotidiennes. Par exemple, la belle mort, c'était mourir en riant ou mourir en mangeant son yaourt. J'avais un extrait d'entretien parce que la question de l'alimentation et de comment ça joue dans les pratiques d'accompagnement professionnel de la fin de vie est, me semble-t-il, important, mais je n'ai pas le temps. Voilà. Autre indicateur de ce souci professionnel de rendre la mort ordinaire, c'était l'importance accordée par l'équipe soignante qu'on a rencontrée au projet de vie. Mais le terme de projet est un petit peu trompeur parce que finalement, il s'agissait moins là de projet au sens
d'ouverture vers un futur que d'amarres jetées autour du mourant pour, d'une certaine manière, le maintenir inscrit dans les activités du monde commun. Alors les projets, c'était par exemple continuer à voir ses amis du mercredi, continuer à faire des jeux de société avec ses enfants pour tenir le plus longtemps possible aux routines domestiques. Donc il y a plein d'exemples qu'on a essayé d'analyser dans l'article, mais ces exemples, si vous voulez, ils permettent de river le patient au temps présent, et il nous a semblé qu'en faisant cela aussi, les professionnels travaillaient à une conception particulière de la personne en fin de vie et de la mort. Les mourants des vivants comme les autres, j'ai peut-être quelques extraits d'entretien. Ici, non, donc j'ai oublié d'en mettre un, pardonnez-moi. Hop. C'est pas ça. Bon, excusez-moi. Je suis passée directement à la conclusion. Tant pis, je poursuis. Sur cette histoire de rendre la mort ordinaire, donc on a considéré en fait que la coulée dans ce temps quotidien, c'était une manière aussi de faire en sorte que la personne soit vue tel un vivant comme les autres. C'est une expression qu'on a beaucoup entendue sur le terrain et qui occasionnait aussi, qui s'accompagnait de pratiques d'effacement de la figure du mourant, d'esquive ou de normalisation d'un certain nombre de manifestations corporelles qui pouvaient rompre avec cette fiction de la mort ordinaire. Par exemple, il y avait des processus de tri à l'entrée en HAD avec des médecins qui ne proposaient pas vraiment des HAD palliatives à des personnes dont ils pensaient qu'ils pouvaient déclencher des symptômes trop visibles et qui rompraient avec cette fiction de la mort ordinaire, des écoulements de sang ou des hémorragies. Des pratiques aussi qui visaient à normaliser un certain nombre de manifestations corporelles, par exemple les symptômes gastriques, les normaliser en les assimilant par exemple aux excrétas, que les proches qui étaient parents pouvaient être amenés à manipuler dans le cas de leurs propres enfants. Voyez. Et ça, c'est une pratique qu'on a beaucoup aussi vu, rencontrer dans nos terrains sur les EHPAD et les maisons de retraite. Et il se trouve d'ailleurs que sur le terrain enquêté, un grand nombre d'aides-soignantes travaillant dans ce service d'HAD, dont une partie de l'activité était palliative, venaient précisément des services de gériatrie. Donc il y a là une circulation de savoir et de manière de faire à interroger. La normalisation, ça passait également par le langage. Les mourants, ça n'existe pas. On a été plusieurs fois reprises à ce sujet. Et la mort, si elle se dit quand même un petit peu plus dans ce service-là, parce qu'il est vrai que les professionnels adhèrent à un idéal de transparence, en fait, qui tranche avec d'autres professionnels rencontrés en service d'oncologie ou autre. Malgré tout, si on parle de la mort, c'est toujours en l'euphémisant, à travers un certain nombre de stratégies que je n'ai pas trop le temps d'évoquer. Normalisation de la personne mourante aussi, qui passe par les manières de toucher, de saluer, de s'adresser à elle. C'est-à-dire que travailler le mourant pour qu'il reste finalement un mourant comme les autres, ça implique par exemple que lui soient appliqués les codes sociaux de politesse habituels qui régissent les relations entre vifs. Il ne faut pas caresser la main, il ne faut pas tutoyer, il ne faut pas engager des sujets de conversation privés qui contreviendraient finalement aux usages sociaux en vigueur. Donc on a là une série de pratiques qui reconnaissent évidemment la fragilité du corps du malade, mais qui travaillent à ne pas l'altériser. Et plus fondamentalement, qui travaillent à le maintenir dans une parfaite continuité de son cycle de vie humaine et quelque part aussi à travailler une certaine conception de la mort, une idée de la mort dans laquelle finalement la mort n'est pas une coupure, n'est pas une rupture existentielle, mais qui est un seuil sur un continuum de vie qu'on peut anticiper. Donc, je n'ai pas le temps de revenir trop dessus, mais quand on interroge à la fois les gens et en même temps un certain nombre de professionnels soignants, infirmières, aides-soignantes, mais aussi médecins, sur la vision de la mort, cette vision de la mort dans la posture palliative, il y a l'idée d'un épuisement de force ou l'idée d'un continuum, d'une perte, d'un continuum d'altération corporelle qui finissent au point zéro, représentant la mort, avec des dispositifs qui tentent aussi de mathématiser cet écoulement et cette perte, notamment à travers la chute des PPS en particulier. La deuxième posture sur laquelle on a travaillé, voilà,
est autre, c'est-à-dire qu'elle rompt avec la logique de cette mort ordinaire qui serait située dans la continuité du cours de vie, et on l'a caractérisée de posture thanatique en référence aux travaux d'un anthropologue de la mort célèbre. Donc ce travail finalement thanatique, il implique non pas la volonté d'inscrire et de maintenir la personne en fin de vie le plus longtemps possible dans les espaces du quotidien, dans la salle à manger, regarder la télé à côté de lui, etc., mais au contraire des pratiques qui visent à le mettre à distance spatiale. Il y a tout un certain nombre de frontières tracées autour de cette personne, notamment des frontières tracées à l'intérieur de l'espace domestique, qui se transforment par l'arrivée de cette personne étiquetée à un moment donné en fin de vie, avec notamment du côté des aides-soignantes et aussi un petit peu des infirmières, des négociations très intéressantes sur le placement du lit médicalisé. Pourquoi ? Parce que le placement du lit médicalisé dans le domicile présage souvent, on peut présager que la pièce dans laquelle sera situé le lit médicalisé sera la pièce dans laquelle le décès va survenir. Et il y a des inquiétudes très très fortes, par exemple, des familles, des proches aidants, de la conjointe, par exemple, quant à sa capacité à réinvestir la pièce dans une perspective, dans un usage domestique après la mort. Et donc là, il y a des travaux très intéressants de Testard et autres qui ont montré que finalement, les objets en contact des corps dans ces périodes critiques au plan de l'existence humaine très particulière gardent la trace quelque part du défunt et restent des prolongements du défunt, avec un certain embarras à re-rentrer dans la pièce pour un usage domestique normalisé après. Et on voit la même chose s'agissant du traitement du linge, mais je n'ai pas trop le temps d'en parler. On constate également une transformation dans les manières, dans les modalités de la présence corporelle des soignants autour du patient, c'est-à-dire que dans cette posture thanatique, dans laquelle il s'agit moins de faire du mourant un vivant comme les autres, mais de commencer à faire de la personne en fin de vie une personne d'exception, un corps autre, une forme d'altérisation quand même aussi. On a une transformation dans ce qu'on appelle les codes proxémiques, dans les manières de le toucher. Autant dans le travail palliatif, on ne va pas toucher un patient que l'on ne connaît pas pour ne pas lui imposer une familiarité irrespectueuse, autant dans le travail thanatique, il faut au contraire, du point de vue des professionnels, caresser, prendre à pleine main, pour signifier le partage, tenir la main, pour signifier le partage d'une condition humaine, et parce que les codes sociaux aussi qui entourent les bonnes manières de toucher ce type de corps se transforment. On a une transformation des conversations également jugées possibles par les soignants. Alors, les conversations banales, par exemple, qui visaient à normaliser le toucher dans le travail palliatif. On avait dans la posture palliative précédemment décrite, par exemple, des soignantes, des aides-soignantes, qui lavaient les patients en fin de vie en parlant de la pluie et du beau temps. Autre stratégie professionnelle rencontrée dans les espaces, dans les EHPAD aussi. Et qui, à partir du moment où elles considèrent que le patient entre dans une autre séquence de sa trajectoire du mourir, vont transformer complètement leur vision des sujets de conversation qu'il est possible d'aborder à côté du patient. Là, on va avoir plutôt des silences pour rendre le moment solennel, ou des conversations qui vont aborder un futur qui va inclure le décès, mais aussi finalement l'avenir de ce qui reste. Donc déjà un travail qui prépare à une mort sociale avant l'arrivée de la mort physique. Parfois même, le mourant est considéré comme une personne d'exception. On a plein de récits professionnels autour des leçons de vie que les patients donnent aux soignants. Parfois aussi des mourants décrits comme des personnes extraordinaires, avec, voilà, au sens de qui rompent avec le caractère ordinaire, capables d'annoncer leur décès, capables de décider du moment de leur mort. Donc on a à ce moment-là, dans la posture thanatique, un malade qui n'est plus quelqu'un qui est situé entre deux stades d'une involution fonctionnelle, d'une perte comme ça de fonction. Ils ne sont plus des mêmes altérés, les mêmes que nous fragilisés par la maladie. Ça devient des vivants, ce que Turner appelait les persona liminales, c'est-à-dire des personnes liminales, des personnes qui se retrouvent entre deux mondes, en situation d'instabilité catégorielle et qui se voient entourées de toute une série de précautions, de changements dans les codes professionnels. Je vais conclure parce que c'est l'heure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? La mort coupure, j'ai pas le temps, c'est-à-dire ça apporte une autre idée de la mort, non plus comme point sur un continuum, mais comme coupure. Pour conclure, les choses qu'on a vues, me semble-t-il, qui peuvent contribuer au débat, la complexité, ça contribue, je crois, à ouvrir la boîte noire de ce que les professionnels peuvent appeler la dimension humaine de leur travail, lorsqu'elles
s'exercent par exemple dans des unités de soins palliatifs, mais aussi en HAD. Dimension humaine ou existentielle. Qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se joue quand on déplie cette notion de dimension humaine? Les différents éléments qu'on a présentés ici peuvent constituer quelques jalons de compréhension de cette boîte noire-là. Deuxième élément qu'on a montré, je crois, c'est l'usage du temps, très important pour produire de la normalité, un vivant comme les autres, ou au contraire de l'altérité, quelqu'un qui passe, qui est en train, on parlait de passage tout à l'heure, de devenir un peu autre chose. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas regardées en particulier, notamment les professionnels qu'on a enquêtés, notamment les aides-soignantes, celles qui sont les plus mobilisées autour de cette posture thanatique, sont des femmes. Nous ne pouvons pas savoir, puisqu'il s'agit souvent, nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit là d'une division de genre qui a été observée par d'autres anthropologues avant, des femmes qui sont plus particulièrement convoquées lorsqu'il s'agit d'accompagner les transitions existentielles, ou s'il s'agit là d'un effet plutôt de division du travail, parce que ce sont aussi des femmes qui se trouvent dans des positions hiérarchiques moindres, au niveau de la légitimité des tâches accomplies. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut se garder de voir ces mondes-là comme étant deux choses opposées. On a constaté qu'il s'agissait là plutôt de scripts et qu'un même professionnel pouvait tantôt être dans une posture palliative, tantôt passer dans une posture thanatique à un moment donné, parce qu'il considère que le patient à ce moment-là est en train d'entrer dans la dernière séquence de sa vie, qui n'est pas nécessairement la définition que les médecins donnent de la phase agonique, qui est un peu autre chose, mais qui en tous les cas les contraint à sortir des pratiques palliatives un peu plus conventionnelles finalement, qui sont aujourd'hui quand même pas mal renseignées. Voilà, merci de votre attention.